histoires sont bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Je dirais, quitte à utiliser une expression un peu éculée, qu'on ne présente plus Arlette Farge à la communauté historienne, spécialiste du XVIIIe, directeur d'études au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, Dire et mal dire, Vivre dans la rue. Elle est également une des auteurs de l'histoire des femmes sous la direction de Georges Duby. Et je pense, compte tenu de l'affluence, qu'elle a en face d'elle des gens qui sont venus vérifier leur vocation qui les a conduits à faire de l'histoire, ou de gens qui veulent s'assurer qu'ils ont véritablement la vocation pour faire de l'histoire. Donc sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci aux organisateurs de m'avoir demandé d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Je vous vois pas, mais je vous sens. Alors, pourquoi faire de l'histoire? J'ai trouvé la question rude sous son apparente simplicité. Bon, c'est une question rude, mais une question rusée aussi parce que on ne peut plus direct, je crois, et demander à une historienne pourquoi faire de l'histoire, c'est lui demander d'abattre brutalement ses cartes, ce que je vais faire devant vous en espérant que voilà, que ça ira. Donc c'est tant mieux en un sens cette énorme question qui a de plus cette douce apparence des questions généralistes que l'on pose au baccalauréat. Pourquoi faire de l'histoire? Et sur laquelle tant de candidats finalement tergiversent entre ce qu'il convient de dire pour avoir une bonne note et ce qu'ils ont envie de dire, appuyés à la fois sur un savoir encore fragile et peut-être sur leur impertinence de jeunesse. Alors face à cette question si massive et presque implacable, me permettrez-vous en un premier temps de vous faire, après tout, une sorte de profession de foi? D'entrée de jeu, j'aimerais dire que faire de l'histoire aujourd'hui, c'est pour moi une question vitale et une chance pour moi d'être obligée d'y répondre devant vous. Comme historienne, et sans doute comme bien d'autres historiens, et surtout enseignants, je ressens l'urgence vraiment véritable du problème posé. Et puis, l'accélération du temps dans lequel cette question se loge. Car presque jour après jour, les termes de cette question peuvent être différemment interprétés. Vous l'avez remarqué tous et toutes, nous le remarquons tous les jours. Nous vivons à l'heure actuelle un présent qui fabrique à très vive allure son passé. Tout ce qui se passe fait déjà partie du passé. Et puis, enfin, de notre présent, que dire et quoi faire, puisque déjà, par le discours des médias, des éditorialistes et des politiques, il s'est déjà enfui, il est déjà passé, donc, dit-on, teinté d'archaïsme. Je trouve toujours extraordinaire que quelque chose qui se soit passé il y a 24 heures, sur lequel quelques-uns ont essayé de mettre des noms, est déjà 2 jours plus tard teinté d'une sorte d'archaïsme de 48 heures avant. Pourquoi dès lors s'appesantir sur le passé puisqu'il s'éloigne derrière nous une espèce de vitesse d'un cheval au galop, de la marée montante et des typhons? Et puis encore, pourquoi s'y appesantir puisque, à peine vécu, le présent, aujourd'hui, nous paraît presque insaisissable et semble n'ouvrir, dans la version la plus pessimiste qui est par moments la mienne, et semble n'ouvrir sur aucun avenir prédictible, dissible ou en train de s'élaborer. Ainsi, la course folle d'un présent qui s'amenuise et qui s'éphémérise, je crois pas que le verbe existe, mais enfin bon, et qui devient éphémère, la course folle de ce présent, et puis la non-présence d'un avenir qui est de plus en plus opaque, semble délivrer un grand message, oui vraiment, et une vraie question, pourquoi alors faire de l'histoire? Alors j'ai envie de briser d'abord, si vous le voulez bien, quelques idées reçues. L'histoire que font les historiens et celle qu'enseignent les professeurs d'histoire, je crois qu'elle n'a pas à être confondue avec le devoir de mémoire, actuellement si à la mode aujourd'hui, et pour lequel nous sommes si sollicités.
L'histoire n'est pas un reposoir. En même temps, elle ne se confond pas avec le patrimoine, même si elle a quelque chose à voir avec lui. Et même, bien sûr, si elle est obligatoirement du savoir et du souvenir, ce que je n'ignore pas. Mais elle n'est pas un reposoir, elle n'est pas un conservatoire. Sur ce qui s'est passé autrefois, il n'y a en effet, je crois, aucune histoire possible sans un savoir sûr, rigoureux et fort, mais il faut s'entendre sur le contenu de ce savoir et sur le sens qu'on doit lui apporter. Pourquoi faire de l'histoire? Cela devient une question sans intérêt si nous n'interrogeons que le savoir et si cette question ne détient pas en elle des traces de vouloir. Oui, vouloir, car savoir n'est pas synonyme de vouloir. Et faire de l'histoire, surtout, n'est pas vouloir retourner au même. Cela impose énormément d'exigences, beaucoup de rigueur, entre guillemets, scientifique, sans doute beaucoup d'imagination, et devrait renvoyer la nostalgie à sa juste place. Être historienne, c'est sans aucun doute choisir d'être d'un lieu, d'un moment, d'une passion, en comprenant que le travail historien est situé, entre autres, dans un espace bien précis où le savoir-faire et le vouloir dire lui sont nécessaires. L'histoire que nous faisons et que nous enseignons ne peut être, et pour moi, si je le reçois comme un devoir, elle ne peut être qu'innervée par le temps. Donc, si on joue avec les mots, irrités par lui. Et peut-être même, pouvons-nous dans notre relation au passé, face à un présent qui parfois nous dépasse, mettre de la colère et de la nervosité dans nos interrogations sur le passé. Oui, de la colère, ça pourrait vraiment nous faire du bien par moments. Et c'est curieux de se dire qu'on pourrait avoir de la colère avec le passé, parce que on se dit toujours que le passé est terminé. Mais moi, je ne le crois pas. Il est important de garder et de travailler en soi cette infinie conscience du tragique, cette stupeur devant les événements, ce mélange si riche et si fort du discontinu et de la beauté mêlée dans l'histoire. Dans une actualité tour à tour tragique et mélancolique, il est des lieux pour l'histoire qui permettent de faire s'affronter le passé et le présent en interrogeant autrement les documents, aussi bien que les événements, en cherchant à articuler doucement, sereinement, ce qui disparaît sur ce qui apparaît. Michel de Certeau, dans l'écriture de l'histoire, écrivait, je le cite, « L'écriture de l'histoire vise à créer dans le présent une place à remplir, un devoir-faire. Ainsi peut-on dire qu'elle fait des morts pour qu'il y ait ailleurs des vivants. De plus, je le crois, ou tout du moins je le vis ainsi, l'écriture de l'histoire, c'est une manière spécifique de pratiquer le deuil de ce qui s'est enfui. Et c'est encore Michel de Certeau qui m'aidait en cela, en écrivant « Un manquant me fait écrire ». Bien entendu, il faut veiller à ne pas risquer l'anachronisme, à comprendre les mondes passés sans plaquer sur eux des jugements trop modernes. C'est-à-dire, il faut les regarder à l'aune de leur contexte et des visions du monde qui étaient alors en place à l'époque que nous étudions. En somme, travailler très précautionneusement les questions posées aux morts, en sachant que ce ne sont pas forcément celles que l'on pose aux vivants. L'histoire, elle s'écrit, je crois, en effet, et pour moi c'est fort dans le travail que j'essaie de faire, à partir de l'absence et de la séparation, de l'étrange et du autre. En même temps, elle relate et elle donne sens à un temps d'autrefois constamment orienté, dont il faut savoir qu'il a été constamment orienté comme le nôtre, mais à sa façon, vers son désir d'accomplissement, vers l'anticipation lui aussi de son futur, accompagné, comme on le sait, par autant de promesses défaites que de bonheurs espérés. Ceci étant, l'historien est en droit de se demander, face à ce qui est, face à ce qui vient, mais que dit l'histoire, puisque tout est finalement si vite archaïque, puisque tout est passé, puisque tout est renouvelable à toute allure, puisque tout n'a plus le sens qu'on lui donnait autrefois. Donc face à ce qui est, face à ce qui vient, que dit l'histoire? Alors, si l'on tient pour certain que l'histoire est d'abord le champ immense de l'imprévisible, la non-linéarité de ce qu'on croit aller benoîtement d'une cause à un effet. Elle devient alors une approche persistante
crues, des ruptures et des saccades, des sursauts et des répits, des conduites, celles qui se veulent ordonnées ou celles qui se veulent désordonnées, et des tragiques désordres. L'histoire est violence. Je pense que ce pourrait même être une définition de l'histoire. L'histoire est violence, et c'est en acceptant une part de cette définition que l'on peut mieux accompagner le présent, et en faisant remarquer que les événements ont toujours en eux la possibilité intacte et constamment renouvelée de promettre un ailleurs. Il n'y a d'histoire sans rêve d'un ailleurs, et c'est ce rêve qui est à restituer, à transmettre. En ce sens, l'histoire n'est jamais finie, car si on sait la questionner et l'écouter encore, elle ne nous donne jamais de leçon, contrairement à ce que disent les phrases toutes faites. La leçon de l'histoire, à laquelle je ne crois pas. Elle ne nous donne jamais de leçon, mais elle offre une si intense complexité que c'est cette intense complexité qui donne raison à la nôtre. L'histoire n'est jamais finie, elle est complexe, parce que ceux qui l'ont vécue, en chaque trace, en chaque événement, en chaque inscription sur un monument, en chaque inscription sur un document, y ont transcrit leur volonté de déplacer les lieux, les temps, de construire encore autre chose ou de se résigner à la même chose, mais de toujours s'inscrire à l'intérieur de ce temps. Reconnaître ces dynamiques, avortées ou injustes parfois, heureuses, pacifiques ou menaçantes, brutales ou paisibles, c'est reconnaître la force du temps passé dans notre présent actuel. Michel Foucault, si vous voulez bien que je me permette de le citer encore, interviewé en 1975, disait, je le cite, « La synthèse de l'histoire ne m'intéresse vraiment pas. Fixer des destins me semble chose fausse. Ce qui, finalement, dans le creux de notre histoire, dans la nuit des souvenirs oubliés, sous les murmures d'autrefois, peut être maintenant repris, récupéré, tiré au jour, alors oui, cela m'intéresse. » Fin de citation. La recherche du discontinu et sa transmission à autrui ne doit pas nous abandonner au vertige, mais elle oblige à un déplacement intellectuel. Elle désinscrit l'événement survenu autrefois de sa prétendue nécessité. Pourquoi en effet nous laissons-nous aller si souvent et si vite à lire l'histoire comme une suite d'événements et de discours qui seraient survenus parce qu'ils avaient des logiques et qu'ils devaient survenir de toute nécessité, et parce qu'ils auraient obéi à cette logique linéaire et incontournable? Comment ne pas essayer d'isoler certains faits, certains événements, certains progrès, en les considérant comme ayant eu lieu, bien entendu, mais pas forcément en devant avoir eu lieu? C'est ce qui s'appelle en somme garder en soi, avec sérénité, une sorte de principe d'incertitude. Oui, l'historien peut délivrer sa science en disant qu'il est guidé aussi par le principe d'incertitude. Bien entendu, les événements ont eu lieu, ils se sont passés ainsi, et ce serait révisionnisme ou négationnisme, et je sais de quoi je parle aujourd'hui, que nous avons entendu M. Gollnisch nous parler quelque peu ces temps sur la télévision. Et ce serait révisionnisme ou négationnisme que d'éviter cette factualité. Mais si ces événements ont eu lieu, peut-on penser vraiment qu'ils étaient voués de toute éternité à avoir eu lieu? C'est ce regard autre et si interrogatif qui pourrait aujourd'hui changer radicalement tout discours sur l'histoire comme sur aujourd'hui. Par ailleurs, comment travailler pour que, sous ce long manteau des grands événements, des guerres, des batailles, des traités diplomatiques, des successions monarchiques, des prises de pouvoir, des émeutes, des mises en place des frontières ou du progrès médical, des survenues des lois, des installations de répression diverses, comment travailler pour que sous ce long manteau, on puisse percevoir et comprendre des morceaux de temps, les morceaux de temps de ceux qui firent l'histoire tout en la subissant? Comment laisser place à ceux qui excèdent les normalités, les brisent ou les déplacent, pour que viennent à la surface du récit historique les paroles, les mots, les souffrances, les rêves et les à peine dits, à peine susurrés de chacun, où l'homme comme la femme ébauchent ou installent leurs rêves, leurs actes et leurs échecs dans la banalité des jours. Ne rien fixer, tout laisser ouvert, montrer l'âpreté des réceptions de l'histoire par les hommes de peu. Les paroles singulières, les voix uniques en effet, sont souvent des poussières de mots que rien, apparemment, n'amarre autant, si ce n'est si un jour l'historien veut bien en faire le récit.
La réalité historique à décrire, et c'est pour cela que j'aime tant faire de l'histoire, n'est pas une somme d'objets à inventorier ou à décrire. Comme l'écrivait Yves Bonnefoy, poète, il y a peu, la réalité fille du désir n'est pas une somme d'objets, mais une communauté de présence. La communauté de présence d'autrefois que l'historien s'adresse pour revenir ensuite vers la communauté de présence d'aujourd'hui. Ça, c'était un peu une profession de foi. On peut être d'accord ou pas d'accord. J'aborde un deuxième temps de cette conférence avec quelques points comme ça qui me tiennent à cœur. Je la commence par une phrase de Montaigne. « Je ne peins pas l'être, je peins le passage », disait Montaigne dans ses essais. L'histoire est passage. Elle va du passé au présent. Et l'historien est ce passeur qui entretient tout le vivant de ce qui ne disparut pas tout à fait, et dès lors il fait chemin avec lui. La marche est longue, et j'aimerais baliser ici juste quelques points. 1. Transmettre. C'est en cherchant le sens de ce qui fut que l'histoire peut transmettre, et surtout en ne reculant devant aucune de ses complexifications. L'histoire ne fut jamais simple, ni prévisible. Transmettre cela, c'est déjà briser avec l'idée d'un passé qui se serait passé dans la lumière des premiers matins. Il n'y eut pas de premier matin de l'histoire. Mais il y eut l'existence d'une myriade d'événements dont nous sommes peu ou prou les héritiers. Être héritier du passé, c'est pas si triste que cela. Ça demande une explication. Cela se doit d'être actif et non passif. Il ne s'agit ni de recueillir, ni de conserver, mais de reconnaître dans les siècles et les sociétés d'autrefois ce qu'il y a en elles de radicalement étranger et en même temps de proche, de si familier. Faire de l'histoire, c'est connaître constamment, à travers les documents, cette forte tension entre la familiarité et le dépaysement. Peut-être est-ce même au cœur de cette tension si forte et si aiguë que s'organise alors un sens pour aujourd'hui, une vision complexe pour autrefois. Être héritier, en somme, c'est reconnaître dans le passé des moments d'inventivité et de création, des instants d'effusion, de ferveur, d'enthousiasme, avec lesquels nous pouvons être encore de compagnie. Puis, examiner l'ordre et le désordre des souffrances et des tragédies pour en défaire l'inévitable et pour refuser ce mot d'aujourd'hui qui nous taraude et qui nous tombe dessus constamment, pour refuser ce mot d'aujourd'hui incontournable. Transmettre donc. Transmettre ce qui jamais, je crois, ne fut incontournable et ce qui ne doit jamais être dit comme étant incontournable. 2. Quelles sources? Elles sont inépuisables, même si très difficiles à trouver ou pire à interpréter. Les documents, les objets, les photographies, la peinture, le cinéma, les manuscrits, les contrats, les discours, les correspondances et tant d'autres choses sont autant de lieux où imprimer le regard. Encore faut-il savoir quoi demander aux sources. Aucune source, aucune archive n'est une preuve en elle-même. Car à elle seule, elle ne dit jamais grand-chose. Elle n'est pas bavarde, contrairement à ce qu'on dit que les archives sont bavardes. L'archive ou le document, la photographie ou le dessin, l'esquisse ou le cinéma ne sont pas le reflet du réel. Chacun, chacune s'inscrivent dans des contextes bien particuliers et possèdent un statut bien différent. Chacun, chacune ont été produites par des instances très différentes. Ce peut être le pouvoir politique, religieux, militaire, ou encore l'espace privé, ou encore l'espace artistique, ou bien pourquoi pas le monde de l'imaginaire, si créatif et qui impose aussi ces choses que l'on ne remarque jamais. Aussi, les sources recueillies par l'historien se doivent-elles d'être réintroduites à l'intérieur de la vision et de la nécessité du monde qui les a fait naître. Nous touchons ici à ce domaine si complexe de la preuve en histoire pour lequel il faudrait une autre conférence avant de le résoudre et je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce serait vraiment autre chose. Mais je voudrais juste dire que si l'historien veut valablement écrire l'histoire, il doit se méfier de ce que nous appelons trop familièrement le scoop. Il n'y a guère de scoop en histoire, car il est bien rare que se dégage de l'archive une vérité toute nue, que personne auparavant n'aurait ni vu ni su. Et même si cela peut toutefois arriver, on est toujours content d'exhumer une archive extraordinaire, même si cela peut toutefois arriver, il faut sans doute respecter ce principe que j'énonçais tout à l'heure de l'imprévisibilité de l'histoire et de savoir comment ce scoop
a pu intervenir. Troisièmement, quelle source pour quel projet? J'ai pour ma part cherché à porter attention aux petits, aux pauvres, aux simples et à l'ordinaire, afin de donner chair à l'histoire, afin d'irriguer l'histoire de ceux qui non seulement la gèrent, mais qui en furent exclus. Aussi ai-je travaillé sur de minuscules incidents et sur des paroles dont je suis convaincue qu'ils formaient des événements à part entière. En tout cas, des lieux précis que l'histoire pouvait investir, pour la première fois, pour comprendre de quoi fut tissé le cours ordinaire et extraordinaire des choses. Mais aussi il y avait cette difficulté, ne pas entrer dans un des travers de l'historien, dont les présentations et les écrits ont toujours tendance à lisser les événements, à rendre propre ce qui, par moments, est innommable, et alors pourquoi ne pas le dire, est innommable ou hors lieu. Les écrits des historiens qui ont toujours tendance à réconcilier l'irréconciliable dans une logique enseignante. Ainsi, elle cherchait à explorer les singularités et les écarts. Mais d'abord, au détour de l'infime, ce sont souvent les femmes que l'on trouve, et aussi le monde si fort et actif des sensibilités et des émotions. Sur ce point, le handicap, je vous l'apprendrai pas, c'est d'avoir été et d'être encore une historienne plutôt qu'un historien. Ça aurait été bien mieux. Finalement, le sexe de l'historien, ça devient étrangement ce qui déterminerait, paraît-il, ses conclusions historiques et même ses approches. Et que bien sûr, si j'ai travaillé sur l'émotion, c'est parce que j'étais une femme et que je portais des jupes. Ceci mis à part. Or, le minuscule et l'intime, l'émotion, l'effroi, l'indignation sont les demeures vives de l'histoire. Elles appartiennent au masculin comme au féminin. Faire l'histoire de la différence des sexes, et toutes les sections de ce colloque qui sont consacrées, c'est un enjeu important, mais non pas pour réitérer à nouveau que les femmes sont dominées, encore que, mais pour construire l'histoire de ce que j'appellerais une expérimentation sociale constamment renouvelée. Est-ce que ce ne serait pas cela, en fin de compte, que l'histoire de la différenciation des sexes, une expérimentation sociale constamment renouvelée à travers les siècles? Et c'est en faisant le récit de cette expérience aux configurations infiniment variées, inventives, que l'on peut trouver de l'hétérogène et non de l'invariant, donc de l'espoir, s'il y a de l'hétérogène, il y a de l'espoir, et déchiffrer des moments d'histoire où les rapports de force entre les sexes se discutent, se constituent d'une autre manière qu'auparavant, et des moments où le litige, la mésentente et le désir entre les sexes organisent une grande variation de relations, elles-mêmes entretenues par le pouvoir et la politique. Mais à chaque fois, les paysages entrevus n'ont jamais les mêmes couleurs. La part des femmes, celle des hommes, se font entre les torts et les mécomptes, les conquêtes et les refus, les indignations et les dominations, les consentements et les résistances, même si la toile de fond de la relation penche du côté du pouvoir masculin. La communauté sociale tout entière est infléchie en fait par cette part des hommes et des femmes, et l'interaction s'organise entre le monde social et les raisons politiques. Hommes et femmes, ensemble, nous jouons, je crois, depuis longtemps, des partitions très serrées, et nous traçons des situations à l'histoire heurtée et saccadée. Et cette histoire heurtée permet au présent de n'être pas certain. La différence des sexes est une expérimentation, non une fatalité. Sur ce sujet, faire de l'histoire, c'est aussi tenter de penser ce délicat objet d'histoire de la différence des sexes, mais sans tabou. L'amour et le désir doivent devenir objets d'histoire, comme le furent il y a peu la séduction et la violence, afin que se décrypte mieux le sens des cultures amoureuses nombreuses et différenciées qui ont traversé les siècles. L'amour, cet obscur objet du désir, cette alchimie opaque n'a encore trouvé ni ses historiennes ni ses historiens, car il est l'énigmatique lieu du lien, l'alchimie étonnante des souffles retenus. Quatrièmement, faire une histoire de la souffrance. Nous sommes, je crois, à l'heure actuelle, en tout cas je le ressens ainsi, dans une bien triste opacité. Les médias, la télévision, les journaux, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels, voulant du recul ou n'en voulant pas, nous abreuvent de récits et d'images, non seulement de souffrance, mais d'impitoyables situations où la barbarie côtoie l'indicible, le chagrin funeste côtoie les souffrances les plus folles. Peut-être comme historien, comme historienne, faudrait-il réfléchir au sens de cette surenchère visuelle et récitée, qui finit par estomper notre propre capacité non pas tant à souffrir qu'à partager. L'indécent de cette situation est de faire du passé, du présent et de l'avenir une sorte de continuum englué où la douleur s'enchaînerait sans fin à l'atrocité pour qu'en boucle ressurgisse
à nouveau l'atrocité puis la douleur. Et enfin rejoindre cet endroit obscur où les historiens, pendant longtemps, ont décidé de ne jamais ou presque parler. Parler des véritables maux de la souffrance, des situations de souffrance, de ces formes d'expression et de réception, montre que la souffrance n'est pas un invariant qui traverse les siècles, une conséquence inévitable des guerres, des crimes et des tragédies naturelles ou des religions. La souffrance n'est jamais un donné, car au fond on oublie toujours qu'elle est donnée. Et l'historien, ce doit être le guetteur des interstices ou des béances par où entre en scène le malheur, avec ses mécaniques et ses dispositifs de rationalité qui en effet donnent la souffrance. Donc finalement, travailler sur la souffrance, c'est vouloir l'entendre pour hier et tenter de l'éradiquer pour aujourd'hui. C'est cela, vouloir, savoir. Une société qui se penche sur les mécanismes de rationalité politique ou religieuse qui organisent les modes de production de la souffrance, c'est une société qui fait enfin exister à part entière ceux que la douleur anéantit. De plus, on peut penser que si cette société a pu produire des mécanismes constructeurs de souffrance, il est évident qu'elle peut, si elle le veut, inventer d'autres formes de rationalité pour penser autrement la nuit de la violence qui fait se dresser l'homme contre l'homme. Cinquièmement, et c'est aussi un thème qui m'est cher, pour cela il faut penser aux mots, au vocabulaire, à l'écriture de l'histoire, aux mots que l'on emploie. En ce sens, la situation est relativement grave. En effet, nous assistons à l'heure actuelle, et pas seulement dans la discipline historique, à une véritable euphémisation des mots. Cela n'est pas tout à fait récent, mais personne ne semble trop s'en préoccuper, sauf certaines ou certains, qui dès lors reçoivent l'appellation définitive d'archaïsme. Coupés d'une matrice de réflexion privée de repères, comme nous le sommes, acculés par ceux qui proclament la confusion des genres et nous enjoignent de voir que ce que nous vivons n'a qu'un seul mot, un seul nom, incontournable, meurtris par l'échec des pensées qui avaient pu emporter notre enthousiasme, frappés par le retour intempestif du religieux, tout devient à faire prétexte et à faire de nos mots, de nos écrits, de nos textes, de notre savoir, tout, sauf de l'intempestif. Le consensuel est à la mode. Quelque chose, dois-je le dire, m'étreint douloureusement, dans mes séminaires ou mes cours, d'être assigné à ne plus employer des termes, pourtant je travaille sur le XVIIIe siècle, qui semblent aujourd'hui honnis, comme les classes sociales, les rapports de classe, la domination, la lutte des classes. Comment expliquer que l'on puisse encore employer le mot ouvrier sans être soupçonné de soutenir la dictature du prolétariat? Et comment, plus encore, donner au récit d'histoire le rythme vif des mouvements sociaux, littéraires, frondeurs? Pour écrire l'histoire, il faut savoir disposer d'un vrai vocabulaire, fort et profond, qui puisse graver ce que sont les heurts et les émotions. Les conditions de production de la douleur, comme celles de la félicité ou des bonheurs collectifs, il y eut, et au XVIIIe siècle, on est assez bien servi pour cela. Des moments de ferveur qu'aucun historien ne sait vraiment décrire, des moments d'enthousiasme que nous avons oubliés et que nous ne savons même pas donner en héritage à nos jeunes. Il ne s'agit pas de plaider pour un vocabulaire ancien aux couleurs de nostalgie, mais de s'appuyer sur l'idée simple, en somme, que quelquefois, oui, l'aurore, ça s'appelle aurore, tandis que, oui, quelquefois, les stratégies politiques de domination et d'exclusion, ce sont bien, oui, des stratégies politiques de domination et d'exclusion. Je voudrais aborder en sixième et je crois dernier point, parce que j'ai peur de vous fatiguer un peu, encore quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez dire, j'ai beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, mais puisque j'ai beaucoup travaillé sur les milieux populaires du XVIIIe siècle à partir des archives de police et des procès-verbaux devant les commissaires, j'ai pu en effet découvrir des individus singuliers. Donc j'arrive au singulier, des personnes démunies, aux paroles elles aussi hésitantes ou très très mal introduites dans la sphère culturelle ambiante. C'est vrai que celui qui est interrogé dans un procès-verbal de police en 1724, il est mal dans sa peau parce qu'il est devant le commissaire de police et puis il n'a pas l'acquis culturel du commissaire de police. Si bien que je me suis toujours beaucoup intéressée à la singularité dans l'histoire, à la parole ou à l'acte isolé qui laisse trace, mais qui fait quand même effraction dans la trame du quotidien. Mais finalement, je me rends compte aussi que penser toutes ces singularités n'est pas chose simple. Il n'est pas question aujourd'hui, je crois, car le temps avance et pose de nouvelles questions, de compiler des anecdotes si étonnantes ou si émouvantes soient-elles, c'est-à-dire de faire des shows-réalités, avec les archives du XVIIIe siècle, mais de réfléchir
sur l'ensemble de ces formes inattendues d'action et de réaction qui, en fin de compte, fabriquent constamment les événements. Au fond, sans toutes ces paroles de peu, je me disais ça l'autre jour, je vous le donne pour ce que ça vaut, sans toutes ces paroles de rien qu'on retrouve dans les archives de police, par exemple, pour dire ce sur quoi je travaille, est-ce que sans toutes ces paroles, dont les gouvernements ont eu, évidemment, l'oreille, enfin, ont connu, est-ce qu'en fait, sans eux, sans elles, sans ces paroles, même ces bribes, ces fragments d'histoire ou de récits, est-ce que les gouvernements n'ont pas eu, à cause d'elles, projet d'intervenir en construisant des lois, des traités de paix, des guerres ou des répressions plus grandes, en cherchant des assentiments, des consentements ou des complaisances ou des concussions? Étudier le peu de ces paroles dites, anodines en apparence, c'est exiger de l'histoire un autre récit des faits, capable d'intégrer le discontinu mais aussi le défiguré, le défigurant, le tout juste ébauché. L'écriture doit se créer pour construire des lieux propres à expliquer les esquisses et les ébauches des hommes et des femmes, même si elles furent avortées. En même temps, il est évidemment très important de ne pas émietter le récit historique et de constamment chercher l'articulation avec la vie collective, la communauté sociale et politique, la communauté d'espérance en somme. Souvent l'histoire, emportée par l'air du temps, a fondé une part de sa dynamique sur, et en ce moment c'est très accéléré, sur trop de témoignages, de récits de vie, de mémoire. Cela est bien, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire doit soumettre l'émergence des paroles singulières à un collectif qu'il convient à chaque fois de définir. Et chaque époque a sa façon spécifique de gérer le collectif et la façon dont les individus, les personnes, les hommes ou les femmes s'intègrent bien ou mal dans les perspectives politiques qui leur sont offertes. Une histoire des consentements et des résistances, des silences et des cris, mais pourquoi pas des indifférences aussi, et des passions, pourrait enrichir nos chronologies traditionnelles et les animer de tout ce qui fut le domaine des sensibilités et des passions, des convictions ou des ressentiments. Pour terminer, cet exposé peut être un peu trop dense parce que trop passionné sans doute, mais c'est pas tous les jours qu'on est à Blois. Je n'ai jamais oublié que je parlais non seulement ici, et pendant tout le temps que j'ai fait l'exposé, c'était ce qui me posait problème. Je savais que je parlais à un public non seulement d'étudiants, mais aussi de chercheurs, confirmés ou non, mais aussi surtout à des enseignants. Et ma part allait surtout vers eux. Aux enseignants, je voudrais dire que je sais à quel point la tâche est difficile, coincée entre leurs programmes et les livres d'histoire qui n'ont pas encore eu accès aux recherches et qui préparent au programme. Alors comment insérer ce que je viens de dire aujourd'hui et comment ce discours n'apparaîtrait-il pas à certains comme un luxe d'intellectuels par rapport à leurs contraintes de tous les jours? Et j'en suis bien consciente. Alors à eux, je voudrais dire que leur discours, il est très important, même dans cette contrainte, dans sa positivité, dans sa précision, dans sa rigueur et dans son savoir, qu'il suffit peut-être, à défaut d'autre chose, de faire trembler le savoir et d'y inclure, en creux, modestement, ceux qui jamais n'eurent la parole. Alors je le sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais pourquoi pas? Je vous remercie beaucoup.